Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Marie et son mari Jean avaient prévu des vacances de rêve. Ils ont choisi une station balnéaire isolée du sud de la France, connue pour sa beauté luxuriante et la tranquillité qu'elle offre. Le lieu, un ancien château restauré, était entouré de champs verdoyants, de vignes et de montagnes qui semblaient toucher le ciel. L'idée était de se détendre, d'échapper au stress du quotidien et enfin de trouver un peu de paix. Mais quelque chose n'allait pas dès leur arrivée. L'endroit semblait parfait à première vue, mais il y avait une sensation étrange dans l'air, quelque chose que Jean n'arrivait pas à situer. Marie, en revanche, était ravie. L'hôtel, avec son architecture médiévale et sa décoration élégante, respirait le charme et l'histoire. Cependant, les bizarreries ont rapidement commencé à s'accumuler. Peu de temps après leur enregistrement, la réceptionniste les a conduits à leur chambre. En chemin, les couloirs du complexe étaient presque déserts. Le silence était troublant. C'était comme si tous les autres invités étaient absents. Peut-être que c'est la basse saison, pensa Jean. Mais quelque chose dans son esprit ne cessait de remettre en question ce fait. En s'installant, Marie fut fascinée par un tableau ancien qui ornait le mur du couloir. Il semblait représenter un moment important de l'histoire locale. Une femme et un enfant, tous deux aux expressions sombres et mélancoliques. Quelque chose dans les yeux de la femme, dans le tableau, fit frissonner Marie. « C'est juste un tableau », se dit-elle, essayant de se débarrasser de ce sentiment inconfortable. Le premier soir, après un dîner tranquille, les deux hommes se retirèrent dans leur quartier. Mais lorsque les lumières se sont éteintes et que le silence s'est installé, Marie a entendu quelque chose d'étrange venant du couloir. Un murmure sourd, comme si quelqu'un murmurait. Mais quand il se leva pour vérifier, il n'y avait personne. Elle se recoucha, essayant d'ignorer ce qui s'était passé, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne la quitta jamais. Mais c'est le lendemain matin que les choses ont vraiment commencé à changer. L'hôtel semblait encore plus vide, si cela était possible. Une seule employée s'est présentée pour servir le petit déjeuner et elle semblait nerveuse, presque pressée. « Ignorez simplement les rumeurs à propos de cet endroit », dit-elle rapidement avant de se dépêcher de partir. La phrase résonnait sans cesse dans la tête de Marie. « Quelle rumeur ?» a demandé Marie, mais l'employé avait déjà disparu. Le temps, qui semblait auparavant idyllique, avait désormais un caractère inquiétant. C'était comme si la station gardait un sombre secret, dont personne n'osait parler. Marie et Jean commencent à remarquer des petites choses étranges. Des objets qui semblent bouger tout seuls, des portes qui se ferment sans explication et le sentiment d'être observé. En explorant les environs de la station, Jean découvre une ancienne chapelle, cachée derrière des arbres touffus. À l'intérieur, les bougies étaient allumées, mais il n'y avait personne. Marie a insisté pour qu'ils retournent en sécurité à l'hôtel, mais à mesure que le soleil se couchait, un sentiment de malaise croissant les a envahis. Quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui allait changer leurs vacances et leur vie pour toujours. Les jours suivants, l'étrangeté de la station n'a fait qu'augmenter. Le sentiment d'isolement était présent dans tous les coins. Marie et Jean, bien qu'au départ enchantés par le lieu, commencent à se sentir comme des intrus dans un espace qui ne semble appartenir à personne. La réceptionniste et l'employé du café étaient de plus en plus évasifs, et les autres invités, s'il y en avait, semblaient éviter tout contact direct. C'est par un après-midi pluvieux que Jean décide d'enquêter seul sur l'hôtel. Il se sentait agité et voulait découvrir la source du sentiment inquiétant qui l'accompagnait. Lorsque Marie lui a suggéré qu'il serait peut-être préférable de se détendre et de profiter du temps passé là-bas, il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Ce n'était pas n'importe quel complexe hôtelier ordinaire. Jean a commencé à explorer les zones de l'hôtel qu'il avait auparavant évitées. Dans les couloirs, il trouva des portes verrouillées qui ne devraient pas l'être. L'une d'elles menait à une dépendance à l'arrière, une partie du château qui semblait négligée depuis des années. Lorsqu'il réussit à enfoncer la porte et à entrer, il trouva une pièce encombrée, avec des meubles recouverts de draps blancs et des objets poussiéreux, comme si le temps s'y était arrêté. Mais c'est quelque chose dans un coin de la pièce qui attira son attention. Un tableau
avec une série de lettres anciennes, certaines datant de dates si lointaines que le papier en était jauni. Jean, curieux, se met à les feuilleter et découvre une mystérieuse correspondance. Les lettres parlaient d'un événement tragique survenu des décennies plus tôt, impliquant un accident inexpliqué qui a tué plusieurs membres d'une famille vivant dans la station. Le plus étrange était la mention répétée du nom d'une femme, Isabelle. Quelque chose dans la façon dont le nom était écrit, avec tant d'affection et en même temps un ton de désespoir, donna à Jean une boule dans la gorge. Jean commença à rassembler les pièces. Il savait que quelque chose de très grave s'était produit là-bas. Cependant, la pression du secret semblait envelopper tout le lieu. De retour dans sa chambre, il a essayé de parler à Marie de ce qu'il avait trouvé. Mais elle était visiblement nerveuse. Elle a mentionné que pendant son absence, elle avait senti une étrange présence à la fenêtre de sa chambre. « J'ai vu quelque chose, Jean », dit-elle, les yeux écarquillés. C'était une femme. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle me regardait. Les deux hommes commencèrent à réaliser qu'ils n'étaient plus seuls. Durant la nuit, le sentiment d'observation s'est accru. De plus, une sensation constante de froid semblait accompagner tout mouvement à l'intérieur de l'hôtel. Marie essayait de trouver du réconfort dans les petites choses, mais la peur grandissait d'heure en heure. La tension entre les deux grandit, car Jean voulait en savoir plus sur ce qui s'était passé là-bas, tandis que Marie était de plus en plus désespérée de partir. Pourtant, il y avait quelque chose qui les retenait dans la station, quelque chose d'invisible et d'imposant. Ils ne pouvaient pas sortir comme si l'endroit les retenait d'une manière ou d'une autre. C'est alors que des signes ont commencé à apparaître, indiquant qu'ils étaient suivis. La nuit, des pas résonnaient dans les couloirs, mais lorsqu'ils vérifièrent, il n'y avait personne. De nouveau, le nom d'Isabelle résonna dans son esprit et Jean commença à enquêter plus profondément. Dans la bibliothèque de l'hôtel, il trouva d'autres documents, dont une série de photographies anciennes de la famille qui avait vécu dans le château. La femme que Jean avait vue sur les photos était Isabelle, et son regard sur les images était identique à ce qu'il avait ressenti, intense, direct, comme si elle cherchait à l'avertir de quelque chose. Sur la dernière photo, Isabelle était à côté d'un enfant, mais ce qui a le plus retenu l'attention de Jean, c'est l'ombre sombre qui était projetée derrière elle, quelque chose qui semblait bouger. Désespéré de comprendre ce qui se passait, Jean retourna à la chapelle qu'ils avaient trouvée plus tôt. Là, il découvre encore un autre indice, une inscription sur un mur caché qui dit « Celui qui invoque le passé en subira les conséquences ». À partir de ce moment, la peur est devenue une présence palpable. Il jouait à un jeu qu'il ne comprenait pas, et le passé de la station se révélait de manière sinistre. La météo à la station est devenue insupportable. Jean et Marie étaient de plus en plus isolés, et la peur qui se répandait partout les consumait. Ils ne pouvaient plus faire confiance à ce qu'ils voyaient, à ce qu'ils entendaient, ou même à ce qu'ils ressentaient. Chaque fois qu'ils approchaient d'un coin de l'hôtel, le sentiment que quelque chose allait se passer, quelque chose de terrible, les engloutissait encore plus profondément. Le passé du lieu semblait présent d'une manière aussi concrète que l'air qu'ils respiraient. Un matin, Marie se réveille avec une sensation étrange. La pièce était glaciale, et quand il regarda sur le côté, Jean n'était pas au lit. Le désespoir s'est installé instantanément. Elle partit à sa recherche, l'appelant à voix basse, mais le silence de l'hôtel l'engloutit. Alors qu'il franchissait la porte du couloir, quelque chose attira son attention. Une des portes arrière était ouverte. C'était l'entrée de l'annexe que Jean avait explorée, l'endroit où il avait trouvé les vieilles lettres. Marie, le cœur battant, s'y rend. Alors qu'elle traversait les couloirs sombres et froids, un poids grandissait sur elle. C'était comme si les murs respiraient, que l'hôtel lui-même était vivant, surveillant chacun de vos pas. Au bout du couloir, elle aperçut la faible lumière d'une bougie allumée venant d'une porte entr'ouverte. La même porte que Jean avait ouverte il y a des semaines. Les mains tremblantes, Marie poussa la porte et entra. Ce qu'elle a vu l'a figé sur place. Jean était là, mais il n'était pas seul. Devant lui,
Sur un autel de fortune se tenait une femme, visiblement vieille et défigurée, aux cheveux blancs ébouriffés et au regard vide. Elle murmura des mots incompréhensibles tout en désignant une bougie noire. « Jean !» Marie a crié, mais il ne l'a pas entendu. Il était complètement absorbé par le rituel, comme en transe. Le son d'un rire sourd, presque démoniaque, résonna sur les murs de la pièce. La femme devant Jean se retourna lentement. Le visage qui semblait auparavant défiguré était désormais clairement celui d'Isabelle, la même femme que sur les anciennes photographies. Ses yeux étaient vides, mais son sourire était indubitable. Et lorsqu'elle regarda Marie, un frisson lui parcourut le dos. « Tu as invoqué le passé, ma chérie. » La voix d'Isabelle résonnait comme un écho lointain. « Maintenant, ce qui a été scellé sera libéré. » Marie essaya de faire reculer Jean, mais il était comme en transe, et une force invisible semblait le retenir à l'autel. La peur l'a envahi. La femme devant Jean se mit à chanter une étrange mélodie, et petit à petit, l'atmosphère autour d'eux devint de plus en plus oppressante. La maison parut trembler, comme si elle réagissait à l'appel. Soudain, la porte de l'annexe se referma avec fracas, et Marie se retrouva coincée. La bougie noire brûlait d'une flamme bleue, et l'environnement commençait à se transformer. L'air devint plus épais, et des silhouettes sombres commencèrent à apparaître sur les murs, comme si elles étaient projetées par l'obscurité. C'était comme si le passé, les fantômes, les âmes des accidentés que Jean avait découverts dans les lettres étaient désormais libres, et que leurs visages déformés par la douleur et la haine apparaissaient dans l'ombre. Isabelle avançait lentement, et les ombres la suivaient, se dessinant à mesure qu'elle s'approchait de Marie. Le sentiment de mort était imminent. « Maintenant, tu feras partie de notre histoire, » dit Isabelle, sa voix devenant plus forte, comme un écho qui se multipliait, jusqu'à ce que les mots se déforment. Dans un élan désespéré, Marie saisit une des bougies et, de toutes ses forces, la lança vers Isabelle. La bougie s'est brisée lorsqu'elle a touché l'autel et une explosion de lumière a rempli la pièce. La chaleur était si intense que Marie fut projetée en arrière et tomba au sol. Lorsqu'il se releva, la scène avait changé. L'annexe était vide. Jean n'était plus là. La femme avait disparu. Il ne restait plus que les marques d'ombre sur les murs et la sensation d'un poids insupportable dans l'air. Le bruit de ses propres pas résonnait dans les couloirs vides alors que Marie essayait de se lever, toujours étourdie et effrayée par ce qu'elle venait de vivre. Son cœur battait à tout rompre, mais il n'avait pas le temps d'hésiter. Jean était parti et elle était seule, perdue dans un endroit qui ne semblait plus réel. L'air était épais, avec l'impression que la station était devenue un labyrinthe vivant, et Marie ne savait pas par où commencer. Elle n'avait d'autre choix que de chercher des réponses. Chaque mouvement lui paraissait lourd, comme si l'environnement lui-même résistait à sa présence. Marie savait que quelque chose de profond et d'incommensurable s'y passait, quelque chose au-delà du surnaturel. La station n'était pas seulement un lieu abandonné et maudit, il était une prison, un piège qui avait capturé ceux qui osaient invoquer le passé. En avançant dans les couloirs sombres, Marie ressentait une chaleur qui ne venait pas de la bougie, mais de quelque chose de plus viscéral, ancré dans l'esprit même des lieux. Elle fut attirée par la bibliothèque, où Jean avait retrouvé les vieilles lettres et photos. La peur et la douleur étaient présentes dans chaque page qu'il avait lue, mais elle savait désormais que ce qu'il avait découvert n'était pas seulement un mystère non résolu. C'était une tragédie, un poids accumulé au fil des années, qui attendait d'être libéré. Elle se souvint des paroles de la réceptionniste, qui s'était empressée de leur demander d'ignorer les rumeurs sur les lieux. Et maintenant, elle en comprenait le véritable sens. Ce n'était pas seulement un avertissement concernant les histoires de fantômes. C'était un avertissement concernant la malédiction qui hantait toujours ce château. Ils avaient invoqué quelque chose de bien plus profond, de bien plus réel qu'ils ne l'imaginaient. Marie sentit à nouveau la présence de Jean, comme une force invisible, mais mêlée au vent et aux échos du château. Il était là, quelque part, perdu entre le passé et le présent. Elle avait besoin de le retrouver, mais elle savait que son voyage ne serait pas facile.
Pour lui faire face, il lui faudrait comprendre ce qui se passait réellement dans la station. C'est alors qu'elle entendit une voix douce, venant d'un coin éloigné de la bibliothèque. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» murmura la voix pleine de tristesse. Lorsque Marie se retourne, il n'y a personne, mais le sentiment d'être observé s'intensifie. La voix semblait résonner dans son esprit. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui s'est passé ici. Nos destins sont liés. » L'esprit de Marie était rempli de confusion. « Qui parle ?» a-t-elle crié. Mais il n'y a eu aucune réponse. La bibliothèque, autrefois silencieuse, était désormais remplie de murmures et de soupirs, comme si les pages des livres elles-mêmes respiraient. Elle courut vers les escaliers qui menaient au sous-sol, l'endroit où elle sentait que toutes les réponses étaient cachées. L'endroit semblait plus ancien que le reste de la station, comme s'il avait été évité par tous ceux qui y étaient passés au fil des années. À chaque marche que je descendais, l'air devenait plus lourd, plus dense. L'obscurité semblait engloutir chaque partie d'elle. En arrivant en bas, il trouva une porte en fer, couverte de mousse et corrodée par le temps. La poignée était cassée, mais comme elle poussait la porte de toutes ses forces, elle entra. La pièce était froide et vide, mais quelque chose la fit s'arrêter. Au centre de la pièce se trouvait un miroir antique, encadré de filigranes d'or délavées et rouillées. La surface du miroir était trouble, mais à mesure que Marie se rapprochait, elle aperçut un reflet qui n'était pas le sien. C'était Jean, qui la regardait avec des yeux vides et perdus. Il était là, mais il n'était pas vraiment là. « Jean ?» murmura Marie, la voix brisée. « Tu n'aurais pas dû venir ?» répondit le reflet de Jean, sa voix déformée et sombre. « Maintenant, tu fais aussi partie du jeu. Tu ne peux pas t'échapper. » Le miroir s'éclaira alors et la pièce autour de Marie se mit à tourner comme si elle y était aspirée. Un sentiment de désespoir l'envahit. « Non, s'il te plaît !» cria-t-elle en essayant de s'éloigner, mais la force était trop forte. C'est alors qu'elle se souvint des paroles d'Isabelle, de l'avertissement sur le passé auquel il fallait faire face. « Libérer le passé !» murmura-t-elle. C'était tout. La seule façon de briser la malédiction était de confronter les erreurs commises par ceux qui y étaient morts. Marie fit un pas en avant, se regardant profondément dans le miroir, alors qu'elle sentait sa respiration s'accélérer. D'un mouvement déterminé, elle toucha la surface du miroir. Une vague de lumière l'enveloppa et la pièce trembla violemment. La réalité a commencé à se déformer et Marie a eu une vision. Elle a vu l'accident qui s'était produit dans la station des décennies auparavant. L'incendie qui a détruit une partie du château, la tragédie qui a tué une famille entière, et au milieu de la destruction, une silhouette est apparue, Isabelle. Elle était responsable de la mort, et maintenant son esprit était piégé dans une prison créée par sa propre culpabilité. Marie savait ce qu'elle devait faire. Elle avait besoin de libérer ses âmes, de les aider à trouver la paix, et ce faisant, elle libérerait également Jean. La pièce autour de Marie continuait de tourner, le miroir reflétant plus qu'elle n'aurait jamais cru possible. Chaque image, chaque souvenir du passé était là, vibrant à la surface. Elle ne se regardait plus simplement dans un miroir, elle était immergée dans le tissu même du temps, revivant l'enfer qui s'y était déroulé. Le château en feu, les cris étouffés, la douleur et le désespoir, tout se passait sous ses yeux et elle commençait à comprendre l'ampleur de la tragédie. Le miroir est devenu une fenêtre sur le passé et, au fond de l'image déformée, Marie aperçoit Isabelle. Elle ne se reflétait plus seulement en surface. Désormais, Isabelle se tenait devant elle, tel un fantôme, sa silhouette éthérée flottant vers Marie. « Tu ne peux pas comprendre, n'est-ce pas ?» Isabelle parlait d'une voix basse et peinée, comme si chaque mot était un écho de sa propre culpabilité. J'étais la cause de tout ça. L'incendie, la mort, tout était entre mes mains. Marie essaya de s'éloigner, mais n'y parvint pas. Elle était piégée dans cette vision, incapable de s'échapper. « Tu peux te libérer, » dit-elle, luttant contre la peur qui la paralysait. « Vous pouvez le laisser partir. Vous n'êtes plus obligé de le porter. » Mais Isabelle éclata d'un rire amer et désespéré. « Je fais partie de ce qu'est devenu cet endroit. Le château m'a emprisonné, m'a fait vivre dans un cycle sans fin de regrets. Si vous ne faites pas ce qui doit être fait, nous serons tous perdus ici pour toujours. »
Le mot « perdu » résonna comme un coup dur pour Marie. Elle savait que la seule façon de briser le cycle était d'affronter la vérité, d'affronter le passé qui la terrifiait tant. Les âmes qui y étaient piégées ne pourraient pas être libérées si la station elle-même n'était pas détruite, si la malédiction n'était pas brisée une fois pour toutes. Je ne peux pas faire ça seule, dit Marie, ressentant une profonde tristesse. J'ai besoin de Jeanne. Où est-il? Isabelle la regardait, les yeux sombres et vides. Il n'est pas perdu. Il est ici, avec nous tous. Mais il ne peut pas partir. Personne ne le peut tant que la malédiction n'est pas brisée. Oh, les paroles d'Isabelle l'ont marqué, et c'est alors que Marie a compris le sacrifice nécessaire. Elle devait détruire ce qui restait de la station, libérer les âmes piégées là-bas, y compris Jean, et elle devait le faire avant qu'il ne soit trop tard. Le miroir se déforma encore davantage, et l'air autour de Marie devint plus lourd. Elle sentit une traction dans sa poitrine, une force inexplicable, essayant de la maintenir en place. Le château commença à trembler, comme s'il s'effondrait. Les ombres commencèrent à se déplacer plus vite, plus en colère, comme si elles savaient que la destruction était sur le point de commencer. Avec une détermination farouche, Marie s'approcha du miroir et de toutes ses forces, le frappa avec ses mains. La surface se brisa dans un craquement assourdissant et une vague d'énergie parcourut son corps. Les ombres qui étaient autrefois piégées dans la réalité déformée se sont maintenant dissipées, comme si le temps lui-même était tordu et que le château commençait à se désintégrer. Marie tomba à genoux, sentant l'énergie s'épuiser de son corps. Elle regarda autour d'elle, voyant le château s'effondrer, les murs craquer et se fissurer comme si le poids d'années de souffrance était enfin libéré. Une dernière vision lui apparut. Jean. Il était là, mais désormais, il était un esprit, une présence calme et sereine. Il lui sourit et dans ses yeux, il y avait une paix qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir trouver. « Tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire », dit-il doucement. « Maintenant, nous sommes libres. » Marie sourit, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait le château s'effondrer autour d'eux. Elle avait affronté le mal, le passé, et maintenant celui-ci s'estompait, emporté par la destruction de ce qui était autrefois la station balnéaire. « Jean, je ne sais pas quoi faire maintenant, » murmura-t-elle, toujours effrayée, mais remplie d'une légèreté inattendue. « Tu en as fait assez, » répondit-il, sa voix devenant une douce brise. « Maintenant, il est temps d'y aller. » Le château finit par s'effondrer, et Marie, enveloppée dans la douce lumière de l'aube, se retrouve seule. Elle était de retour dans le monde réel, à côté de la route où se trouvait autrefois la station. Le lieu a été complètement effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Ce qui restait n'était que le souvenir d'une lutte épique, une lutte pour sauver non seulement les âmes perdues, mais aussi les siennes. Mais en regardant vers l'horizon, Marie savait que le cycle était rompu. Le mal avait été vaincu, mais le souvenir de ce à quoi elle était confrontée resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, ses chaudes couleurs dorées illuminant le paysage autour de Marie. Elle était seule, debout devant ce qui était autrefois la station balnéaire, maintenant rien de plus qu'un terrain vide et désolé. Il n'y avait aucune trace de ce qui s'était passé là, ni de sa présence ou de celle d'une autre âme. Le lieu, qui avait été si longtemps un champ de souffrance et de mystère, semblait maintenant s'effacer comme un cauchemar à l'aube. Marie inspira profondément, profitant de la tranquillité qui l'entourait. Elle savait que le cycle était terminé. Le château, qui avait si longtemps été un symbole de peur et de tragédie, était désormais consumé par les destructions qu'il avait provoquées. Et les âmes perdues, celles qui avaient été tourmentées par la culpabilité et la souffrance, étaient enfin en paix. La vérité avait été révélée, et le passé, aussi sombre soit-il, avait été libéré. Mais le sentiment de vide persistait toujours dans sa poitrine. Ce qu'elle avait vécu au complexe ne serait pas facile à oublier. Les souvenirs de Jean, les visages déformés de toutes les victimes, l'écho de la malédiction, tout cela resterait avec elle. Il y avait maintenant une paix, mais aussi une profonde cicatrice. La terreur qu'elle avait éprouvée ne pouvait être effacée par une simple fin heureuse.
C'était une marque sur son âme, un rappel que le mal, une fois réveillé, peut détruire non seulement les endroits que nous touchons, mais aussi les morceaux mêmes de nous-mêmes. Tout en parcourant la route qui ramenait à la ville la plus proche, Marie s'accordait un moment de réflexion. Ce à quoi elle avait été confrontée n'était pas seulement une lutte contre le surnaturel ou la vengeance d'un esprit perdu. C'était un voyage pour comprendre le poids de la culpabilité, de la responsabilité et surtout le coût de la vérité. Parfois, les réponses que nous cherchons ont un prix, et le prix qu'elle a payé a été la perte de Jean, de son amour, de sa compagnie, mais aussi de sa propre âme, qui, d'une certaine manière, avait été marquée par l'expérience. Cependant, il y avait quelque chose qui la maintenait ferme. Quelque chose en elle qui savait cela, malgré l'horreur, en était ressorti plus fort. Elle avait affronté sa peur de front, détruit ce qui menaçait de dévorer son entourage et mis en lumière la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Marie leva les yeux vers le ciel. Le soleil brillait désormais de 1000 feux. Elle était libre, libre d'avancer, libre de continuer sa vie, malgré la douleur et la terreur qu'elle avait vécues. Mais en même temps, je savais que la terreur ne disparaîtrait jamais complètement. Le souvenir d'Isabelle, de Jean, de la station elle-même, continuerait de l'accompagner dans ses pensées. Ils n'étaient pas complètement perdus. D'une manière ou d'une autre, ils étaient toujours là, à se cacher. Et puis, alors que le vent soufflait doucement, Marie fit son dernier pas vers la route. La vie continuerait, mais l'ombre de ce qu'elle avait vécu ne s'effacerait jamais complètement. Elle savait que si jamais elle regardait en arrière, la station serait là, non pas physiquement, mais comme souvenir, comme un sombre avertissement que certains mystères ne disparaissent jamais vraiment. Ce qui restait désormais, c'était la paix, mais une paix tempérée par le souvenir de ce qui avait été vécu, de la vérité qui avait été révélée et du prix qu'elle avait payé pour cela.